Tanzanie, Arche de Noé pour traverser le 21e siècle présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, amis S et amis IES, bien sûr, la Tanzanie. Alors, sur un territoire de presque 2 fois la France, oui, on le sait, le visiteur sera à coup sûr esbaudi de tant de couleurs, de parfums, de sensations et n'aura de cesse de s'extasier devant ce festival primitif de nature et de vie sauvage, de toute beauté à observer dans ce coin d'Afrique de l'Est. La porte d'entrée de cet Éden, se nommant Zanzibar, on savourera déjà cette savoureuse escale et l'eau turquoise de ses lagons avant de fouler du pied cette immense savane tanzanienne ponctuée d'acacias, de baobabs, de montagnes, de volcans jaillis des entrailles de la terre, d'animaux sauvages libres, des troupeaux par milliers faisant la navette entre le cratère d'une Ngorongoro au pied du majestueux Kilimandjaro ou entre les immenses lacs Victoria et Tanganyika. Un voyage en Tanzanie sera donc une incursion inoubliable dans l'univers des animaux, là où ils naissent, grandissent, se reproduisent librement et meurent comme dans un royaume où le visiteur n'est qu'un hôte de passage, mais un passage inoubliable. Si cet espace mythique préservé depuis la nuit des temps résonne si fort en chacun de nous aujourd'hui, c'est que peut-être justement il rappelle à notre humanité cette nuit des temps où elle est née. Autant qu'un voyage dans l'espace et dans le temps donc, un safari en Tanzanie constitue une étrange envolée en dehors de soi, mais aussi à l'intérieur de soi. Des safaris exceptionnels, un singulier voyage à vivre comme une thérapie, c'est aussi ce que nous allons découvrir dans cette émission. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous accueillons Chantal Henry, psychiatre et professeur à l'université Paris-Cité et auteur ou autrice de Tanzanothérapie aux éditions Fayard. Car elle a passé, notre Chantal Henry, 3 semaines en Tanzanie, elle nous raconte, et elle l'a vécu un peu comme une thérapie. Bonjour Madame Henry, c'est vrai? Bonjour. Une thérapie carrément pour vous et pour nous, lecteurs. Voilà, peut-être aussi une thérapie pour les lecteurs, oui, j'espère. On va parler de ce livre qui est assez remarquable à bien des endroits. Frédéric Dautuil, vous êtes dirigeant du Monde Authentique, une agence de voyage spécialisée dans le voyage sur mesure. Bonjour. En quête de sens et de beauté. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Et ça va bien avec la Tanzanie, sens et beauté, je trouve. Enfin, ça va avec d'autres destinations. Ça va très bien. Mais ça va parfaitement. Beauté. Sens, beauté, grands espaces, mer turquoise, gastronomie délicieuse, émotions, animaux bien sûr, et peuple. Liberté et peuple. Les Maasai. Et on parle de Swahili. Et on parle de Swahili, Kidogo pour moi, mais beaucoup mieux pour les résidents en Tanzanie continentale, comme à Zanzibar, parce que le Swahili est la langue qui unifie tous les peuples d'Afrique de l'Est. D'accord. Chantal Henry, c'est un récit de voyage, 240 pages. Tous les chapitres sont intitulés d'une couleur et d'une lettre finale à Sylvain Tesson qui vous a inspiré pour écrire ce livre. Qui est-il, ce Sylvain Tesson, pour vous ? Et comment vous l'avez incorporé dans votre récit en Tanzanie? Parce que lui, il n'a rien à voir avec la Tanzanie, Sylvain. Non, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup pour son écriture. Et donc, il m'a embarqué dans beaucoup de voyages totalement insensés, les voyages qu'il fait. Et il se trouve que pour faire ce voyage, j'avais pris de manière un peu paradoxale son dernier livre qui s'appelle Blanc, et qui est La traversée des Alpes. Donc, j'étais partie avec ce livre et j'ai eu envie d'écrire là-bas et je l'ai pris comme mentor finalement. Et comme la littérature nous permet de prendre des compagnons fantasmés, me suis attribué Sylvain Tesson, écrivain voyageur par excellence, comme compagnon fantasmé avec qui j'ai engagé une conversation. Que vous interpellez, que vous appelez Sylvain comme si vous le connaissiez. C'est un peu votre ami imaginaire comme les enfants en fait. Un peu, voilà. C'était un doudou pour m'accompagner dans ce voyage. Donc Sylvain Tesson est votre doudou. Voilà. Alors je le tutoie effectivement pendant toute notre conversation et à la fin je lui rends hommage en lui écrivant une lettre et en le voyant, en remettant les choses à leur place. Oui, c'est vrai. Frédéric Dautuil, vous connaissez bien la Tanzanie pour y être allé pendant 22 ans à peu près. Depuis 22 ans, 22 ans. 2 ou 3 fois par an. Quels conseils vous donneriez aux voyageurs aujourd'hui en 2025 ? À quelle période, comment, qu'est-ce qu'on trouve sur place, le nombre d'heures d'avion, tout ça, et le truc pratique? Le truc pratique, j'en parle dans mon podcast, Le son du voyage. On a un épisode dédié à l'île de Zanzibar, un épisode dédié au safari dans le nord de la Tanzanie. Pour prendre les choses dans le bon sens, Air France a maintenant depuis 2023, et c'est une super nouvelle, 3 vols directs par semaine. C'est un vol triangulaire qui fait Paris-Zanzibar en vol de jour et qui continue après jusqu'à Kilimandjaro et qui remonte de Kilimandjaro. Donc si on veut prendre un vol direct et ne s'arrêter nulle part, le plus logique, c'est de commencer par Zanzibar et ensuite d'aller en safari, comme l'a fait Chantal dans son Bravo, livre. Chantal. Et elle avait été bien conseillée par un agent de voyage professionnel. Oui, alors il faut qu'on remercie tout de suite notre ami Denis
Le Bouteux, sans qui cette émission ne serait pas possible, qui est déjà venu faire cette émission et qui est le meilleur ambassadeur, on est d'accord autour de cette table, de la Tanzanie au monde. Carrément. Ah oui. Donc allez-y, parenthèse refermée. Donc on commence par Zanzibar, il y a seulement 9 heures de vol avec Air France. Les vols sont chers, comme souvent avec Air France, qui a l'avantage d'être en vol direct. On a seulement 9 heures de vol entre Paris et Zanzibar. Si on passe avec d'autres compagnies comme Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, Suisse, il faut compter plutôt entre 12 et 14 heures pour rejoindre Kilimandjaro, le grand aéroport du nord de la Tanzanie, ou Zanzibar. Et une heure de décalage ? Il y a 1 heure de décalage horaire en hiver, 2 heures en été. C'est à peu près $1 quand on arrive à dormir dans l'avion ou quand on emprunte un vol de jour. Donc ça, c'est la première recommandation. C'est de commencer par Zanzibar pour essayer... Alors, il y a plein de bonnes raisons pour commencer un voyage en Tanzanie par Zanzibar. D'abord, comme il y a encore les 3/4 des voyageurs qui commencent plutôt par le côté continental de la Tanzanie pour terminer à la plage par la magie de la gestion des optimisations de recettes. Si on fait le voyage en commençant par Zanzibar, ce sera moins cher. Avec le vol direct d'Air France, ça sera plus rapide de commencer par Zanzibar. Il y a aussi la façon de vivre son voyage. Et si on veut, même si je suis un grand amoureux de Zanzibar, si on veut progresser dans la qualité des expériences et terminer par le plus beau, c'est mieux de terminer par le safari. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, Chantal ? Oui, c'est ce Vous que avez j'ai commencé par Zanzibar. Oui. Heureusement, sinon vous auriez été réprimandé par Frédéric Tautuil. J'ai pu apprécier comme ça la beauté du lagon, mais effectivement, le cœur de ce voyage, c'était le safari. Donc voilà, j'ai gardé ce que j'estime être le meilleur pour la fin. Votre meilleure image, votre plus beau souvenir à Zanzibar, c'est quoi ? C'est le lagon ? C'est le lagon, c'est les couleurs merveilleuses le matin. Quand on dit que la mer est bleue, non, il y a plein de couleurs. Vous êtes parti avec votre fille, Clémence ? Oui. Elle ne connaissait pas non plus la Tanzanie. Non. Elle en a gardé aussi un souvenir. Avec moi. Oui, alors moi j'ai prolongé, pour rendre hommage à la Tanzanie, j'ai essayé de trouver des mots. Et elle y est revenue après pour faire des images. Oui, car elle travaille dans l'audiovisuel. Exactement. Et là, elle cherche une place en septembre. D'ailleurs, on peut lancer un appel à la radio. Clémence cherche une place en septembre dans la production audiovisuelle, plutôt vers le voyage, le documentaire, la réalisation. Enfin, en tout cas, on va l'aider. On va lui filer un petit coup de main. Une chose, Chantal, une fois que vous êtes arrivé à Zanzibar, racontez-nous juste les étapes de votre voyage. Vous êtes allé dans le nord, puis redescendu vers le sud ? Oui, alors Zanzibar d'abord, et puis ensuite, je suis allée directement dans le nord, près de la Mara River, qui fait frontière avec le Kenya. Et ensuite, le safari, en fait, s'est fait uniquement en voiture, pas d'autres vols, en fait, et je suis redescendue jusqu'au cratère, en fait, le fameux cratère, le Ngorongoro. D'accord, donc ça, c'est de lodge en lodge ? Vous allez de campement en campement ? Oui, exactement. C'est une bonne idée, ça, Frédéric, de voyager comme ça, d'aller de campement en campement, de lodge en lodge ? Toujours dans la logique de progresser dans les qualités des expériences. Moi, je l'aurais plutôt fait à l'envers, c'est-à-dire de commencer par Zanzibar, de prendre un vol pour Arusha ou Kilimandjaro, et ensuite progresser plutôt vers l'ouest et finir par le Serengeti. Le Serengeti, c'est l'une des plus grandes plaines du monde. C'est aussi l'endroit où il y a le plus de félins en Tanzanie, et on peut reprendre un petit vol de l'un des nombreux aéroports, aérodrome, même pas, l'une des pistes du Serengeti, sur lesquelles il y a un avion. Exactement, et on repart pour Arusha, l'aéroport des vols intérieurs. Et à 1 heure, 1 heure et demie de route d'Arusha, on continue à l'aéroport international de Kilimandjaro pour rentrer en France. Ça, c'est un autre parcours. C'est à peu près le même parcours que celui de Chantal, mais à l'envers. Et effectivement, progresser de lodge en lodge, rouler toute une journée sur les plaines ou dans le cratère ou sur les pistes du Tarangire. Je crois que vous ne l'avez pas exploré, le Tarangire. Ça permet effectivement de changer d'environnement naturel, de changer de flore, de changer de faune tous les jours. Alors le Serengeti est tellement grand que quand on va dans le Serengeti, on y reste au moins 3 ou 4 jours, sinon ce serait une hérésie, quitte à faire un safari 100% Serengeti. Donc ça vaut, vous êtes resté combien de temps ? 3 semaines ? Un petit peu moins. C'est le bon timing. 15 jours, c'est déjà bien. Ah ouais ? Voilà. 15 jours, on peut faire, ça dépend le temps qu'on reste à Zanzibar. Une petite semaine Zanzibar, une grosse semaine safari ? Plus qu'une grosse semaine pour les safaris, on va voir tous les animaux et tout ça, non ?
Si on veut se poser idéalement, de nuit dans un lodge, ça peut être plus confortable. Vous allez nous effectivement. raconter des souvenirs que vous avez partagés avec vos lecteurs dans ce livre. Juste une petite chose, il faut préciser que Denis Le Bouteux a la bonne idée, il faut quand même le louer pour ça, d'avoir mis en place des voitures, des 4x4 électriques. Et ça, c'est génial pour approcher les animaux. Et en plus, c'est respectueux de l'environnement. On est d'accord, Denis ? Frédéric, pardon. Et uniquement dans le Serengeti, parce que l'autonomie des véhicules électriques ne permet pas de rouler toute une journée. D'accord. Donc, je crois qu'il a 17 voitures électriques. mais c'est Maintenant, bien, elles quand sont même. toutes basées dans les lodges et les camps du Serengeti. Ce qui est aussi assez idéal. Souvent, on parle de safari privatif, c'est-à-dire que la famille, le couple, le petit groupe d'amis qui voyagent ensemble est dans un safari avec son chauffeur privé, ce qui permet aussi de décider nous-mêmes, quand on est voyageur, du rythme qu'on va imposer au safari. Et puis quand on arrive dans le Serengeti, on est parfois content de retrouver d'autres voyageurs. Et là, les safaris se font en formule collective avec les véhicules électriques de jour et de nuit. D'accord. Vous avez pu approcher des animaux de très près, Chantal. Et première question, vous qui êtes une Parisienne, parfois on se dit vous allez être un peu timorée d'approcher cette nature sauvage. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné ? Alors, de manière tout à fait paradoxale, avant de partir, je m'imaginais que j'allais avoir peur, en fait, parce que se retrouver comme ça au milieu de la vie sauvage, les camps, il n'y a pas de barrière, de protection. Et donc, j'appréhendais un petit peu, à vrai dire. Et de manière tout à fait paradoxale, je me suis retrouvée totalement apaisée et n'ayant aucune crainte. C'est-à-dire que, voilà, je n'ai absolument jamais eu peur, alors qu'on peut avoir des lions à moins d'1 mètre, en fait. Et on est quand même dans une vie sauvage, avec des serpents, avec des... Ouais, et c'est ce que j'ai essayé d'analyser dans ce livre. Pourquoi, comment je m'étais éloignée de mes peurs, ce qui faisait que je m'éloignais de mes peurs en Tanzanie. Voilà, puisque on est dans un environnement qui n'est pas du tout familier, en perte de repères, et c'est là que j'ai trouvé l'apaisement. Oui, c'est vrai. Et on en parlait tout à l'heure autour de cette table en déjeunant ensemble. C'est un endroit, la Tanzanie, un pays où, curieusement, il y a un apaisement qui se crée dès les premiers contacts, dès les premiers jours. Et ça, on ne sait pas vraiment pourquoi. On va l'expliquer dans cette émission. Vous savez, vous, Chantal ? J'ai essayé, en tant que psychiatre, de trouver des explications, évidemment. Et c'est pour ça que ça s'appelle tanzanothérapie. Exactement. Et qu'on va expliquer pourquoi à nos auditeurs dans un instant. On marque une petite pause, chers amis. On se retrouve tout à l'heure dans Le Monde à découvrir, consacré à cette belle région du monde qu'est la Tanzanie. Et un livre, Tanzanothérapie, aux éditions Fayard. À tout de suite. La Tanzanie, arche de Noé pour traverser le 21e siècle présente. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nous sommes en Tanzanie, territoire de presque 2 fois la France, évidemment avec une végétation, avec des animaux, avec une ambiance africaine qui a surpris Chantal Henry, mais en même temps qui l'a rassuré. Chantal Henry est psychiatre et professeur à l'université Paris-Cité et auteur de Tanzanothérapie aux éditions Fayard. Elle a passé 3 semaines en Tanzanie et elle nous raconte comment ce voyage a littéralement apaisé. Frédéric Dautuil est là aussi, dirigeant du Monde Authentique, agence de voyage spécialisée en voyage sur mesure. Et lui aussi, il nous dit que la Tanzanie est un pays apaisant. Frédéric, vous avez une explication, vous ? J'en ai plusieurs. Je crois qu'il y a le silence de la nature, de la brousse. On est aussi, quand on est en safari, on est en éveil. On cherche à observer les animaux. C'est pas un zoo, les animaux ils se promènent pas autour de nous, il faut les pister. Et donc on a tous les sens en éveil, et je crois qu'on est vraiment concentré sur la recherche animalière, ce qui fait qu'on pense à rien d'autre. Et puis il y a le bruit du vent quand on est en safari en pleine brousse, il y a le bruit de la mer quand on est à Zanzibar, et je crois que c'est ça qui peut nous rendre complètement apaisés. Moi je suis un hyperactif. Dès que je suis en Tanzanie, je me laisse complètement faire. Alors à Paris, j'ai pas l'habitude d'avoir un chauffeur. Peut-être que ça explique aussi un petit peu la raison pour laquelle on peut rapidement décompresser en Tanzanie. Alors docteur, votre explication ? Je suis tout à fait d'accord. Alors d'abord, déconnexion totale, le silence. C'est une déconnexion. Alors le silence qui fait de plein de bruit finalement, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, les animaux qu'on peut entendre, mais c'est aussi une reconnexion à ses sens en fait, et cette reconnexion à ses sens, soit pour traquer les animaux, c'est finalement être dans l'instant présent et se reconnecter à soi-même, et c'est une part de cet apaisement. Alors moi j'ai aussi d'autres explications, c'est peut-être se retrouver dans le berceau de l'humanité. Oui. On est dans un temps qui est beaucoup plus long, dans un rythme qui est totalement différent que nos rythmes effrénés ici dans nos vies professionnelles, dans nos vies très actives.
Et finalement, l'idée, c'est que notre cerveau se remet au rythme pour lequel il a été programmé, quoi. Et donc, ça fait partie des éléments qui apaisent. Et aussi, de manière tout à fait étrange, je me suis sentie à ma place en Tanzanie. Alors évidemment, je me suis fantasmée dans Karen Blixen, incarnée par Meryl Streep. Ça va mieux, oui. Oui, je me suis soignée depuis. Mais c'était très bon de se laisser aller comme ça dans ses fantasmes. Et Karen Blixen décrit ça dans La ferme africaine, le sentiment de se sentir à sa place. Alors peut-être parce qu'on est dans le berceau de l'humanité. Et moi aussi, j'ai eu ce sentiment dans un environnement tout à fait non familier finalement. Et ça, c'est étrange, mais c'est extrêmement bon et extrêmement puissant. Et vous parlez à un moment dans le livre d'un terme, c'est la dilution. Et oui. Alors la dilution, c'est intéressant parce que vous ne voulez pas utiliser le terme qui m'agace aussi, que tout le monde utilise, qui est le lâcher prise. Il faut lâcher prise à tout moment, à tout bout de champ. Là, la dilution, je trouve que c'est plus imagé et plus clair. On comprend mieux qu'on se dilue dans ce monde en fait qui nous entoure. Oui, on fait partie de tout. Voilà, tout. Exactement. Et c'est peut-être comme ça que la clé de l'animisme. J'ai rencontré donc Samuel qui m'a raconté en fait qu'il était animiste. Pour nos auditeurs, c'est le guide Maasai qui travaille avec Denis Le Bouteux. Exactement. Qui est une sorte d'Alain Delon de Brad Pitt africain. Je l'ai simplement appelé Soleil Noir. Oui, et voilà, donc on voit, c'est un garçon solaire, c'est vrai. Moi, je l'ai eu au téléphone, je l'ai vu aussi en visio. Il a une aura particulière, il a une tête incroyable. Il m'a expliqué donc être animiste et que finalement, Dame Nature est généreuse, qu'il faut la respecter et que tout a une âme, y compris les pierres. Et il m'avait expliqué que les pierres, on pouvait se régénérer au contact des rochers, des pierres, que lui allait chercher de l'énergie. Alors, je me demandais si c'est le fait qu'il soit aussi solaire et aussi radieux, effectivement, il le prenait dans l'énergie dans les pierres. Et il expliquait, par exemple, que quand ils construisent, ils ne scient pas les pierres, ils les fragmentent et ils se débrouillent avec ces fragments de pierre pour construire, mais on n'abîme pas, on n'agresse pas les pierres en les sciant. Voilà. Elles se fondent naturellement elles-mêmes en fonction de leur... Exactement, parce que tout a une âme. C'est de la vraie écologie. Ah non mais c'est beau ce que vous nous racontez. D'ailleurs ce livre est très, enfin il est passionnant à lire. C'est un beau livre d'été, je trouve. D'abord il y a des passages très amusants, il y a des passages plus profonds de réflexion, il y a des passages. Vous êtes une remarquable peintre de la nature et des animaux, je trouve. J'ai essayé surtout dans ce livre de retranscrire mes émotions, qui étaient fortes. Alors d'habitude, je m'intéresse aux émotions des autres, et là je me suis penchée sur les miennes. C'est un voyage introspectif. Et c'est peut-être ce qui colore aussi ce livre, c'est-à-dire retranscrire les sensations que j'ai éprouvées là-bas. Oui, on parle aussi des relations hommes-femmes, on parle un peu de féminisme. Vous êtes un peu, parfois, vous avez des traits d'humour. Moi, j'ai ri quand vous avez comparé la coiffure de Houellebecq à celle des hyènes, par exemple. Et je dis, c'est très juste. En fait, il a une coiffure de hyène, ce garçon. Personne s'en était rendu compte jusqu'à maintenant. Mais il y a plein de petits traits comme ça qui sont assez rigolos. Et puis un peu d'autodérision. Oui. Ne nuit pas. Oui, absolument. Voilà, j'avais un petit côté bécassine finalement, puisque j'ai bécassine en Afrique. Voilà, une simple Tanzanie. Touriste en Tanzanie. Très loin des voyages de Tesson, évidemment. Ah bah, Sylvain, votre héros. Oui. Que vous allez rencontrer peut-être un jour, parce que là, vous l'avez tendu des perches quand même. Je lui ai écrit tout le long. J'estime une belle lettre à la fin. Oui, absolument, mais absolument. Non, il ne m'a pas répondu pour l'instant. Bon, d'accord. Mais ça ne saurait tarder. Vous savez, il est toujours un peu dans un voyage. Frédéric d'Hauteville, vous dirigez Le Monde Authentique. Est-ce que les Français qui vont en Tanzanie vous demandent des choses particulières ou au contraire ont des idées reçues sur le pays qui sont battues en brèche par la suite ? En général, nos clients se laissent guider, j'allais dire influencer, par notre expertise terrain, par notre écoute. Souvent, les clients nous contactent pour nous dire qu'ils sont crevés, qu'ils ont vraiment besoin de décompresser. Je vais peut-être m'approprier une phrase de Chantal que j'ai relevée dans son livre. « Le gris de Paris et de mon âme s'effaçait sous les couleurs de l'Afrique ». Je trouve ça super joli. Effectivement, on en revient à commencer un voyage en Tanzanie par le safari ou par Zanzibar. On va décompresser, on décompresse, on s'installe à Zanzibar, on profite du lagon, on profite de toutes ces couleurs pour ensuite avoir un voyage un peu plus actif
Oui, il y a de la contemplation. On peut aussi sortir de la routine du 4x4 dans lequel on est assis toute la journée et on n'a pas le droit de sortir du 4x4 quand on est dans un parc national. On peut couper cette racine en ayant des différentes expériences locales entre deux parcs nationaux. On peut aussi vivre le safari un petit peu autrement. On peut faire des safaris en bateau, en particulier dans le sud du pays. Mais on peut en faire aussi dans le parc national Momella, où là ce sont des safaris en canoë. On peut faire des safaris à pied aussi, et c'est la plus belle expérience de safari que j'ai vécue. J'ai vécu une vingtaine de safaris en Tanzanie depuis que je travaille. Un safari à pied, là on est vraiment dans l'inconnu. Certains parcs sont assez vallonnés. Vous ne savez pas où va s'arrêter le safari. Il faut savoir que les animaux n'ont pas peur de l'humain quand il est dans un 4x4, parce que les animaux, donc là je m'adresse à la psychiatre, les animaux comprennent que si l'humain est dans un 4x4, c'est qu'il fait un safari photo et qu'il n'a pas à avoir à craindre. En revanche, un humain qui est à pied, là il peut devenir un prédateur, il peut devenir un danger pour la faune. Donc quand on fait un safari à pied, on est bien sûr accompagné d'un guide, mais aussi d'un ranger qui est armé, qui n'utilise jamais son arme, parce que la faune est protégée, mais qui est quand même là au cas où. Et on peut passer plusieurs heures lors d'un safari à pied. Alors il y a aussi des balades matinales où la balade matinale au lever du soleil se termine par un bush breakfast, c'est-à-dire que l'équipe du lodge ou du camp dresse une jolie table avec une nappe blanche, avec des lumières, avec aussi une disposition des aliments qui est tout étudiée et puis une coupe de vin mousseux. Mais un vrai safari à pied, il peut durer plusieurs heures. On ne sait jamais quand il va se terminer. Et quand on arrive au pied d'un vallon, on ne sait pas ce qu'il va avoir derrière. Et on peut voir des lions, on peut voir des girafes, on peut voir des zèbres, on peut voir tous les animaux de la brousse aussi lors d'un safari à pied. Donc c'est quelque chose de très exclusif, ça permet de sortir vraiment des sentiers battus et donc de vivre un safari autrement. Vous l'avez vécu comme ça, Chantal? Il y a une sorte de contrôle permanent. En fait, on est pris en main par des gens qui connaissent bien et on se laisse aller, on se laisse guider, on s'abandonne. Oui, on se laisse porter. Et puis, c'est des rencontres aussi. C'est la rencontre avec un chauffeur guide avec qui on passe donc pas mal de temps. Et ça, c'est une jolie rencontre parce qu'on discute assez facilement avec eux. Et puis, ils ont cet enthousiasme pour nous faire découvrir leur pays. Alors moi, l'expérience que j'ai eue à pied, c'était effectivement une balade en fait matinale pour arriver jusqu'à dans la savane, un bush lunch où on n'est pas au courant, mais bon, ça c'est la bonne surprise. Et j'ai eu aussi une autre expérience très puissante. Alors la nuit, mais on n'était pas à pied là, mais à pied, je suis descendue dans les gorges d'Olduvai. Ah oui. Et ça, c'est vraiment. Alors ça, on est beau. vraiment dans le cœur de l'humanité. C'est magnifique. Alors évidemment, rien à voir avec le reste des parcs nationaux, mais on est passé à gué sur un petit cours d'eau, et là vous avez l'impression, en fait, ce sont des gorges, et d'ouvrir là les tiroirs du temps, quoi. C'est vraiment, on voit les différentes strates, et c'est là qu'ont été fait des découvertes majeures. C'est là où Denis Lobouteux vous a sorti sa petite amulette. Ah oui, non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que lui qui a l'habitude d'aller dans des montagnes, a trouvé effectivement une pierre taillée. Ouais. Enfin, c'était un truc invraisemblable. Donc, on avait l'impression là d'être dans les temps reculés, et c'est somptueusement beau. Et ça, c'est extrêmement puissant aussi. Elles sont où ces gorges là? À Olduvai, donc c'est plutôt dans le sud. C'est à la limite du Serengeti, voilà. Et la zone de conservation du Ngorongoro. D'accord. Et au fond, il y a une rivière qui coule. Pas toujours. Voilà, un petit cours d'eau qu'on est passé. Alors là, quand on m'a expliqué qu'il fallait que je passe ce truc à gué, bon, c'est vrai que j'étais un peu timorée, mais il y avait Samuel et notre Maasai, Oroteti, à qui je rends hommage, parce que la descente, je trouvais que j'avais des baskets un peu qui glissaient un peu. Lui, il est descendu en me tenant, alors qu'il avait des chaussures en pneus, quoi. Donc l'humiliation totale, mais bon. Ça, c'était un de vos moments forts. Est-ce qu'il y en a eu un autre? Des moments forts, il y en a partout, il y en a partout, quoi. La première rencontre avec un lion, ou de regarder dans les yeux un fauve qui est à quelques mètres, c'est quand même extrêmement fort. Notamment
la rencontre avec le léopard. Donc j'offre aux lecteurs qui achèteront le livre cette photo qui est en couverture et qui est en léopard que j'ai vu. C'est d'une beauté. On se sent, c'est un sentiment d'humilité et on se sent extrêmement privilégié de faire ce type de rencontre. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler de tanzanothérapie et de la Tanzanie dans le monde à découvrir. À tout de suite. La Tanzanie, arche de Noé pour traverser le 21e siècle présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Une nature exceptionnelle, des animaux en liberté, des safaris de toute beauté, un singulier voyage à vivre comme une thérapie. C'est aussi ce que nous allons découvrir, ce que nous découvrons depuis une petite demi-heure dans cette émission avec nos deux invités. Chantal Henry, psychiatre et professeur à l'université Paris-Cité et autrice de Tanzanothérapie aux éditions Fayard. Et Frédéric Dautuil, dirigeant de Monde Authentique, agence de voyage en quête de sens et de beauté, qui propose des voyages sur mesure à celles et ceux qui poussent la porte de son agence. Et c'est beau, hein, c'est beau, parce que sur mesure, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est intéressant. Oui. Moi, je ne pourrais pas vendre tous les jours la page 16 du catalogue, et j'admire aussi mes confrères qui sont capables de le faire et qui sont capables de travailler dans une agence tout seul et de vendre 150 ou 200 destinations dans le monde. C'est vrai. Et moi, on rend souvent hommage aux professionnels du tourisme. D'ailleurs, on rend hommage à votre équipe maintenant. Et il faut aller pousser la porte des agents de voyage. Chantal Henry, est-ce que vous êtes d'accord avec Denis Le Bouteux qui dit qu'un vrai voyage réussi, un vrai safari réussi, c'est quand on a au moins vu 35 animaux de la brousse. Des mammifères. On en voit tellement que, effectivement, alors on a du mal à retenir tous les noms de tous les animaux que l'on voit. Au départ, on se dit qu'on veut rencontrer des lions, et puis il y a des animaux partout, quoi. On se retrouve au pied de girafes, il y a des éléphants. Alors je crois que la Tanzanie, mais peut-être que Frédéric me contredira, c'est l'endroit où il y a le plus de lions au monde. En fait, si on compare la somme des... Le plus de densité ? Oui, le plus de densité, et que finalement ça représente... Donc ça, c'est tout à fait fascinant parce qu'on en voit beaucoup, on en voit souvent. Il y a les safaris de nuit où on voit des animaux qu'on ne voit pas dans la journée. Oui, et ça, c'est particulièrement émouvant aussi. Alors, parce que d'abord, j'ai quelques craintes dans le noir au milieu de la savane, comme ça, c'est une sensation quand même. Mais vous aviez Samuel et Tesson. Alors voilà, c'est ça. J'avais Tesson dans la tête et Samuel juste à côté. Et je raconte un moment très fort où on se retrouve comme ça en safari de nuit, et il y avait un passage de gnous qui était au galop, mais c'était toute la migration était là, donc c'était un troupeau qui faisait du bruit, qui martelait le sol comme ça, il y avait de la poussière, etc. Qui est au milieu du troupeau, en voiture. Alors non, ils étaient juste devant. Ils passaient juste devant. Et Samuel demande au chauffeur d'éteindre en fait les phares, d'éteindre les lumières. Et donc on se retrouve dans la nuit noire et juste avec le ciel étoilé et ce vrombissement, en fait, cette autoroute de gnous. Et là, j'avoue que j'ai calé ma respiration en fait sur celle de Samuel. Ça me rassurait beaucoup qu'il soit là. Et je dis que j'ai fait reculer mes peurs en respirant, en calquant ma respiration sur celle d'un Maasai, quoi. C'était un moment fort sympathique. Ouais, c'est fort quand même. Ouais, mais c'est très fort. Page 218, vous parlez d'une décélération du temps, allégée d'un fardeau et un élan vital retrouvé. Alors non seulement le temps n'est plus le même, non seulement on s'allège, mais en plus on repart avec de l'énergie. Ah oui, je suis repartie de là avec une énergie, quoi. C'était pas que le soleil, c'était vraiment... on rencontre aussi un peuple, on rencontre des gens. J'ai fait de vraies rencontres. Les gens sont pas finalement tout le temps collés le nez sur un portable. Et il y a sûrement une hospitalité, ça c'est sûr. J'ai fait de vraies rencontres, en fait, et avec une jovialité, un dynamisme, et des gens qui vivaient de manière très différente et qui m'ont peut-être fait m'interroger sur le sens que l'on donne aux choses dans nos vies. Et d'ailleurs, sur le monde moderne, vous avez une réflexion amusante, page 202, le rituel de soumission au démarquage de territoire des hippopotames qui consiste à déféquer sur leurs congénères. Les réseaux sociaux semblent s'être inspirés de cette pratique. Vous n'êtes pas tendre avec notre monde moderne. Je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, et moi je n'utilise Instagram que pour regarder des chats, ça m'apaise. Voilà, c'est en référence au lion, sûrement. D'accord. Frédéric, alors vous, la Tanzanie, on peut dire que c'est un moment aussi où vous retrouvez un élan vital quand vous ressortez de ce séjour. Alors moi, j'ai relevé une phrase de Chantal qui cite Vinci. Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là
là qu'est notre avenir, c'est là qu'est notre présent aussi. Ouais. C'est sans doute de là que vient notre passé. C'était quoi votre question ? Pourtant, la société tanzanienne, elle change, elle se modernise de plus en plus. Et il y a un petit regret que vous faites dans le livre, c'est que vous partez en vous disant comment on va les retrouver dans 5-10 ans, parce que c'est tellement beau, figé aujourd'hui, comment ça va évoluer, j'espère qu'ils ne vont pas nous ressembler. On peut leur faire confiance, ils sont tellement ancrés dans la nature que finalement ils sauront peut-être se préserver un peu mieux que nous. Oui, ça bouge en Tanzanie, Frédéric ? Ou ça bouge quand même pas tant que ça en Tanzanie. Les échanges avec le reste du monde sont essentiellement des échanges sur le tourisme. Le tourisme, il est vraiment localisé sur quelques endroits. Donc les parcs nationaux où toute vie humaine est interdite. C'est pour ça que le Ngorongoro n'est pas classé parc national, mais juste une zone de conservation. Donc conservation animalière, mais aussi des traditions. La différence entre le Ngorongoro et les parcs nationaux, c'est que dans le Ngorongoro, il y a des bergers Maasai qui sont là pour s'occuper de leurs troupeaux. Et puis, à Zanzibar, une partie de Zanzibar souffre aujourd'hui terriblement du surtourisme, avec tout ce qui est mauvais dans le tourisme de masse, avec des habitants qui ne s'occupent plus de leur terre et de leur culture au sens agricole du terme, puisque maintenant tout doit être industrialisé pour répondre aux demandes des grands hôtels. Donc c'est vrai qu'à Zanzibar, maintenant on gagne plus d'argent en escroquant un touriste. Il y a un gros phénomène à Zanzibar, c'est les beach boys. C'est ces jeunes qui sont affables, qui sont avenants, qui sont capables de parler toutes les langues européennes possibles, imaginables pour attraper le touriste et l'arnaquer. Oui, ça existe en Tanzanie, faut pas se le cacher, mais on n'est pas du tout confronté à ce genre de choses quand on est en safari dans les parcs nationaux, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de vie humaine. C'est des parcs privés, enfin c'est Non, c'est géré par TANAPA, c'est l'équivalent des eaux et forêts pour la France. D'accord, mais là où elle est partie, Chantal, c'est un safari privé, on va de lodge en lodge. Quand on appelle un safari privé, c'est un safari privatif, c'est-à-dire que vous êtes tout seul avec les personnes qui vous accompagnent de votre famille ou votre petit groupe d'amis, au contraire de ce qu'on appelle nous des gyres. Alors c'est un terme un petit peu barbare, ça veut dire groupe d'individuels regroupés. C'est le tourisme à la papa, c'est les bronzés fondus, c'est les bronzés au soleil, et c'est le circuit dans un autocar de 45 personnes. Mais ça n'existe pas en Tanzanie. Chantal Henry, est-ce que vous avez pu avoir un contact avec des Maasai? Il y a un très joli passage dans votre livre avec Mama Kele. Racontez-nous. Mama Kele, alors justement quand on était dans ce qui n'est pas un parc, effectivement, dans la zone du Ngorongoro, il y a des Maasai, effectivement. Alors c'est magnifique parce qu'on peut prendre de magnifiques photos. On a un Maasai qui arrive comme ça, qui sort de nulle part avec son troupeau, sa toge rouge. Et je m'intéressais sur cette vie des Maasai. Ils vivent dans des villages, dans des huttes, et j'avais cru comprendre qu'en fait comme il y a une densité de population qui augmente, il y a peut-être certains conflits avec ces zones protégées pour les animaux. Et si j'ai bien compris, le gouvernement tanzanien propose aussi à des Maasai de les reloger dans des conditions autres et plus confortables. Et donc, moi, j'avais envie d'interroger un Maasai, et donc je suis partie avec toujours Samuel, qui parle, si les Maasai, il parle Maasai, et donc j'ai rencontré Mama Kele, une grand-mère, et j'avais envie de l'interroger sur pourquoi elle poursuivait cette vie ici, qui est quand même assez terrible. Pour moi, occidentale en tous les cas. Donc elle m'a pris par la main. Je suis rentrée dans cette hutte où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, bien évidemment. Il y a quelques braises, juste parce qu'il n'y a pas de cheminée, donc c'est juste quelques braises qui illuminent très faiblement la hutte. Et puis avec Samuel, nous avons conversé comme ça, et donc je lui ai demandé pourquoi elle souhaitait rester là. Et c'est finalement, alors je ne vais pas livrer la fin, mais c'est finalement Samuel qui aura la réponse, Samuel qui parle 5 langues, etc. Et c'est vrai que de se retrouver là, près du feu, Samuel me racontait en fait que le soir, il se racontait des histoires. Alors c'est un coût exorbitant, cette vie-là, parce qu'il y a une mortalité infantile importante. Mais il y a cette espèce de sérénité, c'est effectivement se retrouver là. Et en tous les cas, Mama Kele ne tenait pas visiblement à aller ailleurs. Elle était à sa place, comme le défend Sylvain, votre ami, et vous-même aussi maintenant.
Voilà. Est-ce que l'animisme, vous qui êtes psychiatre, est-ce que l'animisme, c'est quelque chose qui... vous étiez étranger avant et vous avez compris certaines choses au contact de la nature tanzanienne? Complètement, l'animisme, bon, voilà, ça me paraissait quelque chose accompagné d'amulettes, de gris-gris, etc. Ça. Et pas du tout. Quand Samuel raconte son animisme, en fait, c'est d'être connecté à la nature, c'est d'être respectueux de la nature, c'est la vraie écologie finalement que je découvrais là, quoi. C'est-à-dire la nature, on doit la respecter. Elle nous offre beaucoup de choses, donc on la respecte, quoi. Et ça, c'est une religion particulière. Ça peut-être pas grand-chose à voir avec l'écologie politique, les discours auxquels on a affaire aujourd'hui. Donc il y avait un décalage par rapport à ce qu'on a comme discours et puis la façon dont les Tanzaniens vivent l'écologie. Et là-dessus, on peut rendre hommage à Denis Le Bouteux et à son équipe qui, lui, travaille avec un souci constant de protection et de préservation de l'environnement. Quand il construit des lodges, il fait attention parce que c'est un ingénieur, Denis. Oui, alors, avec son copain Udo. Voilà, alors c'est des ingénieurs un peu fous, qui ont effectivement, ils se sont fait des Lego pour ingénieurs où effectivement, ce sont c'était des écologes avant que ce terme n'existe en fait, parce qu'ils l'ont pas fait pour ça, mais c'était pour être respectueux de la nature. C'est des lodges qui sont dont l'énergie est uniquement solaire. Après, quand ils ont fait ces installations qui ne dégradent pas en fait, qui ne polluent pas le visuel, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'énergie avec le soleil, et c'est là qu'ils se sont mis à faire des voitures électriques pour Safari parce que ça n'existait pas, c'était pas commercialisé en fait. Et à planter des arbres. Voilà, et surtout alors planter des arbres. Il a créé une fondation et il donne gratuitement à peu près 30 000 arbres par an que les Tanzaniens, ils considèrent que c'est les Tanzaniens qui doivent s'approprier ces choses-là, et donc les Tanzaniens viennent chercher des pousses d'arbres et ils les plantent. Et s'ils les plantent, finalement, ils s'en occupent, parce qu'autrement, les arbres sont facilement décimés par les éléphants. Et donc, il y a eu un changement de climat autour de Bachai, en fait, du fait d'avoir planté énormément d'arbres. On va continuer à parler de la Tanzanie, chers amis. Alors, rassemblez vos souvenirs, car dans le dernier quart d'heure, je vais vous demander vos plus belles anecdotes sur cette destination pour donner envie aux gens de lire ce livre, Tanzanothérapie aux éditions Fayard, et de pousser la porte de Monde Authentique. À tout de suite, chers amis. La Tanzanie, arche de Noé pour traverser le 21e siècle présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et nous découvrons cette immense savane tanzanienne ponctuée d'acacias, de baobabs, de montagnes, de volcans, de lacs, d'animaux sauvages libres. Et les deux meilleurs ambassadeurs dans la Tanzanie sont autour de cette table. C'est Chantal Henry, psychiatre et professeur de l'université Paris-Cité et autrice de Tanzanothérapie aux éditions Fayard. 240 pages, qui se lit très vite, très rapidement et très bien, et on apprend plein de choses. J'ai même appris des mots de vocabulaire, et ça j'adore apprendre des mots de vocabulaire, comme popiophile. Oui, c'est la phobie des serpents. Voilà. Et Frédéric Dautuil est avec nous, dirigeant de Monde Authentique, agence de voyage qui vend d'ailleurs pas que la Tanzanie, vous vendez aussi une cinquantaine d'autres destinations. Une cinquantaine de destinations, essentiellement long courrier, toujours sur mesure, toujours en sentier battu et toujours personnalisé en fonction des envies, des contraintes de chacun. Et j'aime beaucoup votre punchline, en quête de sens et de beauté. Alors, c'est vous qui ouvrez le bal, Frédéric. En 22 ans en Tanzanie, quel est le souvenir que vous aimeriez raconter à nos auditeurs? La première fois que je suis allé en Tanzanie, c'était pour faire un safari, et le voyage se terminait par 36 heures à Zanzibar. Je m'attendais à rien. Moi, je prépare très peu mes voyages. C'est quand même mon occupation, 10 heures par jour. Donc quand je pars en voyage et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a organisé, j'aime bien avoir des surprises. Je m'attendais à rien sur la découverte de Zanzibar, et je m'attendais surtout pas à ce que ça change ma vie. Déjà, on a un petit vol pour arriver de Tanzanie continentale jusqu'à Zanzibar. C'est une île, à combien? C'est une île, c'est à 1h15 d'Arusha, et c'est à 20 minutes des côtes de la Tanzanienne seulement. Et donc je m'attendais à rien. On survole à basse altitude le canal de Zanzibar qui sépare Zanzibar de l'Afrique continentale.
Et puis on arrive sur un endroit qui était complètement désert. Et il y a encore 20 ans, il n'y avait personne qui allait à Zanzibar. Il y avait 5 vols par jour avec des appareils de 30 sièges, alors que maintenant, il y a des immenses Boeing et Airbus qui arrivent depuis toute l'Europe et de toute l'Afrique. Et mon premier beau souvenir, c'était un dîner sur un rooftop de Zanzibar, sur l'hôtel Urumzi 236. Et là, il y avait tout. Il y avait des musiciens, il y avait une chanteuse. Donc les musiciens jouaient du taram, qui est une espèce de petite, c'est un instrument à cordes, une espèce de petite guitare. Il y avait le bruit du vent dans la tenture qui protégeait le rooftop d'un risque de précipitation. Il y avait les cloches de la cathédrale, il y avait les ding-ding-ding du temple indien, il y avait l'appel du muezzin, il y avait tous ces sons qui étaient mélangés dans une douce torpeur, parce que sur le toit de l'Urumzi, on peut pas s'asseoir, donc on est juste avachi sur des coussins dorés, on a l'impression que Sherazade et Aladdin peuvent débouler tout de suite sans crier gare. Donc pour moi, c'est un très très beau souvenir. Et puis, je vais raconter toute ma vie. Pour moi, le plus important dans un voyage, c'est pas vraiment où on va, c'est pas comment on le vit, mais c'est avec qui on le vit. Vous étiez avec la bonne personne? J'étais avec les bonnes personnes. C'était la semaine de mes 40 ans. Il se trouve que mon copain d'enfance et moi, on a une semaine de différence. Et pendant une semaine, on a invité 20 amis à Zanzibar. On était sur une île privée. Donc, on avait l'île juste pour nous. Et c'est toutes les émotions alors moi je connaissais tous les copains de Guillaume connaissait tous mes copains, mais il habitait plus à Paris déjà depuis une dizaine d'années. Donc ses copains ne connaissaient pas les miens. Et il y a eu cette espèce de communion entre ces 20 personnes et, qui ne se connaissaient pas. Et des espèces de déclarations d'amour, d'amitié qui sont survenues toute la semaine. Ça aussi, c'est un souvenir magnifique. Je pourrais vous parler du premier safari à pied que j'ai fait dans le parc national de Roua, au sud de la Tanzanie. J'en parlais tout à l'heure. Ouais, un souvenir, Chantal, à vous, de votre voyage. D'abord, il faut être honnête avec nos auditeurs. Oui, vous en avez fait un deuxième depuis. Oui. Donc vous êtes tombée amoureuse. Et j'ai découvert, et on y mange très bien, en fait, sur ce toit, sur ce rooftop. En fait, moi, j'ai voyagé, j'ai eu la chance de voyager avec ma fille, dont j'ai partagé ces moments merveilleux avec ma fille, et ça rend le voyage encore plus fort, bien évidemment. Et c'est sûrement cette nuit que nous avons passée. Nous étions allés à la rencontre de Udo, qui est un des personnages haut en couleur dont je fais la description. Et là, on n'était pas dans un lodge, en fait. C'était un lodge en construction. Donc, Udo est un ingénieur qui vit pendant des semaines au milieu de la brousse, au milieu de nulle part, pour imaginer le futur lodge. Et donc, il nous avait reçus et il nous avait fait une tente qui n'était pas les tentes dans lesquelles on va. On était dans une sorte de bivouac. Alors d'abord, il nous a servi un ginto. Il nous a dit... ils ne vont pas tarder à arriver. Et là, on a vu défiler un troupeau d'au moins une trentaine d'éléphants qui, tous les soirs, prenaient le même chemin, là, comme ça. Et donc, j'avoue que ce ginto a une saveur tout à fait particulière de voir là défiler des éléphants juste en face de nous. Et la nuit, en fait, après avoir passé une soirée auprès du feu... Et la nuit, nous avons été visités par les lions qui sont venus rôder, puisqu'on était vraiment sur un terrain de lions. Et donc, on a été réveillés avec Clémence à 4h du matin par les lions qui rôdaient autour de la tente. On a pu constater le lendemain matin que les empreintes étaient vraiment très, très proches. Et vous les entendiez aussi la nuit communiquer entre eux? Ah, mais oui, mais ça fait des rugissements. Ça fait des bruits, c'est vraiment, c'est très... ça cause. Ah oui, ça cause. Et donc, on s'est tu et on a écouté cette conversation des lions. On n'avait vraiment pas envie de les interrompre, on n'avait pas envie de se manifester. Et de manière étrange, on n'a pas eu si peur que ça. En fait, c'était étrange, mais c'était un moment. Il y a une petite toile qui vous sépare d'eux. Ouais, mais alors moi, je m'étais rassurée parce qu'on m'avait expliqué que de toute façon, les lions ne savaient pas que j'étais de la viande parce qu'a priori, je ne ressemble pas et je ne sens pas comme une gazelle. Non.
Et c'était un moment d'une puissance incroyable. Donc là, j'étais vraiment transposée dans Out of Africa, j'étais Meryl Streep, enfin... Et vous êtes toujours Meryl Streep, c'était formidable. Merci. Il y a un élément aussi dans votre ouvrage qui revient souvent et qui est l'endroit où s'agrègent les conversations, se retrouvent c'est le feu. Le feu, ouais. Ah, ça, dans tout le séjour, il y a un moment donné où il y a un feu dans les... Moi, je suis allé en Afrique du Sud aussi, il y a ce qu'on appelle les bomas, les petits enclos, et on fait le feu là, et là, on se retrouve le soir, et il y a une chaleur humaine autour de ce feu où les langues se délient, où on se parle, pas comme on se parlerait dans un bar à Paris. Le ginto est pas mal quand même. Oh, bah, ça, c'est pas bien ce que vous dites. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le feu, ça a été le... Oui, j'imaginais que vous avez finalement... redécouvert le feu, en fait. Oui. Et cet usage de... Et surtout, cette intimité, on imagine très bien que les premiers hommes, en fait, autour du feu, ont eu envie de communiquer, et que c'est là qu'est né le langage autour du feu, parce que le feu protégeant, on n'avait plus à être aussi vigilant, en fait, et on pouvait échanger sur un autre mode, et c'est là sûrement que la socialisation et le langage s'est développé. Enfin, on a envie d'imaginer ça en tous les cas. Mais peut-être qu'avec vos patients, maintenant, vous aurez un petit foyer, vous allumerez un petit feu. Je vais en parler au directeur de l'hôpital. Ce sera marrant. Vous êtes là à Paris-Cité, c'est ça? Oui, et à l'hôpital Sainte-Anne. Et à l'hôpital Sainte-Anne. Frédéric, une autre, vous racontez tellement bien les histoires aussi, comme Chantal. Racontez-nous une autre histoire. Safari en ballon. Ah bah oui, vous l'avez fait ça en plus, le ballon. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait vivre les safaris de plusieurs façons, notamment des safaris sur les rivières ou les lacs, ou les safaris à pied. Alors le safari en montgolfière, c'est une expérience qui est extraordinaire. On doit se lever très très tôt, puisque la montgolfière doit décoller au moment du lever du soleil, pour une histoire de vent, de température, auquel je n'ai jamais rien compris, parce que je ne suis pas physicien. Donc on rentre allongé dans la montgolfière qui fait entre 12 et qui a une capacité de 12 à 16 personnes. L'équipe de la montgolfière bascule la nacelle pour qu'on se retrouve en position verticale, et là on a à la fois le bruit de l'espèce de chalumeau qui va nous permettre de prendre de l'altitude, et on voit les mouvements des troupeaux du ciel, mais à très basse altitude. Il y a des fois où silence. Pratiquement. Sauf silence interrompu. Oui, quand il rallume. Intermittent plutôt. Ouais. Il y a à peu près 20-30% du temps où le chalumeau fait du bruit. Mais surtout, il y a aussi le fait que la nacelle peut racler un peu le haut des arbres quand on survole vraiment à basse altitude, et on a une perspective d'observation des mouvements animaliers qui est très différente que quand on est en 4x4, et on voit aussi les rivières à 10-15 mètres d'altitude, et donc les mouvements des hippopotames et des crocodiles. C'est assez fascinant, et c'est un souvenir qui est en général le point d'orgue d'un safari animalier. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Chantal. Si, oui, j'ai adoré. Vous n'étiez pas fan au départ, hein, il fallait se lever tôt. C'est ça votre problème en fait. Voilà, j'ai un chronotype du soir, c'est-à-dire que le matin, j'ai un peu de mal, et donc il fallait vraiment se lever très très tôt. Et Clémence aussi, non? Et puis oui, c'est ça, c'est génétique en fait. et puis je trouvais ça, se retrouver avec des humains comme ça dans une nacelle, au départ, ça me faisait pas vraiment fantasmer, avec cette position un peu ridicule où on part coucher effectivement. Et après, une fois qu'on est dans les airs, donc c'est d'une puissance, et on comprend. Serengeti, quoi. C'est vraiment on perçoit l'infini comme ça, et les mouvements des animaux, donc c'est extraordinaire. Il faut réserver assez longtemps à l'avance, parce que les safaris en montgolfière dans le Serengeti sont très prisés. Alors après, on peut aussi en faire dans le Tarangire et dans le Ruaha, qui sont des endroits un petit peu plus confidentiels, où les voyageurs en général séjournent moins longtemps, et ça peut être une autre solution. On a aussi cette idée d'infini, et dans le Tarangire, il y a énormément de baobabs, et ils sont aussi superbes à voir depuis les cieux. Et puis une autre expérience d'observation animale qui va être différente, c'est la chambre sous-marine. C'est dans un hôtel de Pemba, le Manta Resort. C'est un petit lodge de mer d'une 20aine de chambres. Et parmi ces chambres, il y a une chambre sous-marine qui est accessible à 10-15 minutes de bateau de la côte. C'est une espèce de radeau sur lesquels il y a des coussins, des canapés. Donc vous allez passer 24 heures sur cette espèce de radeau. Et puis on descend par une échelle de meunier jusqu'à une chambre sous-marine. Et le jeu, c'est d'éteindre la lumière la nuit. Donc là, c'est vraiment le monde du silence.
et de l'obscurité. Et puis on allume la lumière et là il y a toute la faune sous-marine qui est attirée par cette lumière et qui vient se coller aux parois. C'est aussi un moment absolument magique. Je vous laisse conclure cette émission, Chantal, avec peut-être l'envie de donner aux gens d'abord de leur lire votre livre, mais bon, ça, je crois qu'on l'a bien fait dans l'émission, mais d'aller en Tanzanie. Allez-y, parce que... En tous les cas, merci beaucoup pour cette invitation, pour me parler... Pour ne parler que de vous, finalement. De Tanzanie, dans le sujet, c'est vraiment la Tanzanie, ce pays merveilleux que j'ai découvert. Alors, mes éditrices m'ont fait un joli compliment en me disant que voilà, c'était une lecture qui apaisait. Je pense que c'est l'apaisement que j'ai pu ressentir. Finalement, j'ai pu peut-être la traduire. Alors, pour un psychiatre, d'écrire un livre qui fait du bien. C'est bien. Bon, voilà, donc... Et puis, c'est une façon de pouvoir voyager si on ne peut pas se permettre ce voyage, bien sûr. Bon, c'est une façon, la littérature permet de voyager. Oui, bien sûr, des sensations, des descriptions, des informations, de l'humour aussi, tout ce qu'on trouve dans ce livre, de la nouvelle Karen Blixen française, qui s'appelle donc Chantal Henry. Je vous sens moqueur. Oh, mais non, pas du tout. Non, c'est vous qui le dites dans le livre que je suis revenu avec le syndrome de la Karen Blixen et je vais peut-être aller consulter mes confrères. Oui, c'est vrai. Vous en avez parlé ou pas, non? Ouais, j'ai mis un peu de distance, mais bon, oui. J'ai pas trop osé leur en parler, je me méfie un peu. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour ce beau témoignage sur la Tanzanie. On rappelle votre site internet monde-authentique.com. Et votre blog? Mon podcast, Le Son du Voyage. Le Son du Voyage. Sur parfait. Instagram ou sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, et 240 pages pour cet été, Tanzanothérapie aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Chantal Merci beaucoup de ce beau témoignage sur ce magnifique pays. Et on remercie et on embrasse notre ami Denis. Merci Denis, merci Christophe. Samuel et Udo. Voilà. Et tous les personnages du livre. Et Véronique, la décoratrice. Bien Absolument. sûr. Ah oui. Et son mari ou son ami, qui s'appelait qui était un beau gosse aussi, vous avez mis dans le bouquin, on a pris un verre. Ah oui, non, c'est un acteur. Voilà. C'est un acteur. On rencontre de très beaux spécimens En plus, en on Tanzanie. rencontre des acteurs. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux pour cette belle émission sur la Tanzanie. On se retrouve la semaine prochaine dans Le Monde à découvrir. Salut. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gickel. Avec la Tanzanie, Arche de Noé pour traverser le 21e siècle.